vision à long terme de la filière du numérique. Alors déjà, nous avons, au sein de Novaldi, nous avons donné le choix, au sortir du confinement, de continuer à travailler en télétravail ou de rejoindre les bureaux, puisque, comme je vous l'ai dit, on a des bureaux tout neufs, qui sont vastes et confortables. Donc nous avons pris des dispositions avec les autres entreprises qui sont aussi dans le secteur du numérique du même bâtiment que nous, pour laisser par exemple les portes ouvertes, pour éviter la manipulation des poignées notamment. Nous avons rapatrié chacun la machine à café dans nos entreprises, alors qu'avant elle était dans une cafette qui était partagée par les différentes entreprises. Donc on se voit quand même sur la terrasse. Voilà, donc pour vous dire que nous avons pris les différentes dispositions pour pouvoir travailler aussi dans les bureaux, et nous avons pu constater avec une certaine satisfaction d'ailleurs que nos collaborateurs à qui nous avions donné le choix ont eu plaisir à revenir au bureau, à partager l'esprit d'équipe et de cohésion d'entreprise, tandis que d'autres continuent à travailler de temps en temps en télétravail, essentiellement pour des raisons d'organisation familiale et personnelle. C'est ce qu'on a d'ailleurs au sein de Novaldi toujours, je dirais qu'on a toujours été soucieux de cet équilibre, vie personnelle, vie au travail. Nous sommes d'ailleurs signataires d'une charte RSE territoriale qui est portée par l'association Lantegiac d'entreprises du Pays Basque. Donc j'en vois d'autres dans la salle. Donc il existe une RSE territoriale qui aujourd'hui est signée par une soixantaine d'entreprises. Pas forcément que du numérique d'ailleurs. L'avenir du numérique, je crois que ça a été bien dit autour de cette table. Écoutez, nous avons pu constater que ça a été un accélérateur de la transition numérique, que les entreprises et les collectivités se sont rendues compte du besoin d'outils numériques professionnels, je dirais enfin, et également ont pu apprécier grandement un accompagnement de proximité. C'est-à-dire quand vous avez Novaldi au téléphone, nous connaissons votre problématique, nous vous répondons immédiatement et je dirais même qu'on se met en quatre pour apporter une solution à vos questions. Ce qui n'est pas toujours forcément le cas auprès des grands opérateurs du numérique mondial. Cela dit, nous sommes quand même prudents parce que les entreprises du numérique, nous sommes aussi dépendants de la commande de nos clients qui peuvent être dans des secteurs qui ont été très impactés. Donc nous avons fait une enquête auprès de Pays Basque Digital, puisqu'il nous avait été annoncé lors d'une enquête précédente une intention d'embauche parmi les entreprises du numérique du Pays Basque dans les 2 ans à venir de quelques 200 collaborateurs. Donc il est prévu dans les 2 ans à venir d'embaucher environ 200 collaborateurs. Suite à cette enquête après confinement, il s'avère que les entreprises restent positives, restent optimistes, mais sont quand même prudentes, surtout en cette année 2020, où les commandes doivent être encore confirmées. Donc les 200 embauches à venir, je dirais qu'elles vont venir, mais il faudra probablement attendre 2021 pour y voir un petit peu plus clair. Alors, oui, il y a un point que je voudrais souligner aussi dans les perspectives d'avenir. Pays Basque Digital a porté en ce début d'année le projet de communauté French Tech Pays Basque. Donc ce travail de porter ce projet a été réalisé fin février. Merci Nila d'ailleurs qui s'est retroussé les manches à cette période pour monter ce dossier qui était important. Et nous avons eu quelques 150 lettres de soutien de l'écosystème innovant du Pays Basque, pas que du numérique, mais de l'ensemble des filières.
Pays Basque Digital a porté ce projet parce que le numérique est souvent support de l'innovation dans les différents secteurs d'activité. Et nous avons eu la réponse positive début mai, en plein confinement. C'est-à-dire le Pays Basque est labellisé communauté French Tech Pays Basque. Et ceci est bien sûr un message d'espoir, un message d'optimisme, puisque ça va booster les startups locales et tout l'écosystème d'entreprises innovantes locales. Mais je sais que Hubert Forgeot, dans la seconde table ronde, va parler de French Tech Pays Basque, donc je n'en dirai pas plus. Donc la filière du numérique est optimiste. Donc, comme on l'a dit, cette crise sanitaire a été un révélateur et surtout un accélérateur de la transition numérique. Et je rajouterai, je me souviens de cette citation d'un philosophe grec que j'ai entendu dans la bouche de Claudie Aigneret, qui était la marraine de la remise des diplômes de l'Estia il y a 2 ans. Rien n'est permanent sauf le changement. Donc tout à l'heure, j'ai entendu les mots agilité. Je pense qu'effectivement, il est très important d'être toujours agile, innovant et de s'adapter en permanence. Merci beaucoup. Juste d'apporter des réponses à ces succès. Il va nous rester 10 minutes, puisqu'on est le temps, il y a des questions du public. Respecter nos délais. Pas de problème. Bon, écoutez, la vision long terme du secteur bancaire, je pense que je vais prendre juste un petit point 2. Je vais d'abord parler un peu de la vision bancaire qu'on a de la reprise. Donc, depuis la fin du confinement, nous, ce qu'on observe, c'est quand même qu'il y a une bonne dynamique quand même qui a été très forte sur le bâtiment. Je pense que HR pourra confirmer la reprise. On pressent quand même que les carnets de commandes se reprennent. On a aussi une très bonne tendance sur tout ce qui est biens de consommation. Je pense que bon, voilà, c'est pas un secret pour personne que la consommation ayant été très fortement restreinte pendant 3 mois, il y a eu une très forte consommation sur le mois de juin et juillet. Au niveau du tourisme, qui est quand même un secteur très fort, au niveau banquier, on observe qu'il y a eu quand même une très bonne dynamique sur ces mois-là. Ils ne sont pas à la hauteur non plus de ce qu'on avait prévu l'année dernière, enfin, en tout cas. Mais en tout cas, on sent qu'il y a quand même une bonne dynamique qui a été reprise. Ça reste un secteur qui va être très surveillé au niveau des activités bancaires, puisque on sait que dans ces secteurs-là, on risque d'avoir malheureusement un certain nombre de défaillances. C'est le secteur, parmi tous ceux qui sont au sein du Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne, le plus surveillé, avec l'aéronautique, et je vais y revenir. Au niveau des flux monétiques, par contre, ce qu'on observe, c'est une très forte croissance depuis le mois de fin juin, début juillet, et au-dessus des tendances de l'année dernière. Donc ça révèle vraiment une reprise de l'activité au niveau commerçant, au niveau artisan, etc. On est très au-dessus de l'année dernière, on est à plus de 140% sur un certain nombre de transactions de paiement, et on voit et on observe, la tendance générale, c'est aussi une diminution de tous les moyens de paiement dits historiques, chèques, espèces, puisque vous savez qu'à l'occasion du Covid, les banques ont mis en place et ont étendu les paiements sans contact. Et puis bien sûr, on a observé, et ça vous avez vu les mesures gouvernementales, le secteur automobile qui reprend énormément de flux, et c'est tant mieux, je connais bien ce secteur en plus, j'ai travaillé en financement sur lieu de vente, et c'est vraiment un secteur qui va être très porteur, notamment dans les transitions écologiques que le gouvernement va pousser dans le cadre du plan de relance, et qu'il a poussé cet été avec des mesures de prime à la conversion très fortes. Donc les concessions ont fait vraiment le plein cet été, et bien sûr tout ce qui va être électrique et tout ce qui va être hybride va permettre de pousser encore ce secteur-là. Et puis enfin, vous le savez, parce que sur notre territoire et en limitrophe aussi de l'Occitanie, on a quand même un très gros bassin de relations entreprises avec l'aéronautique, qui est très fortement touché, entre 30 et 50% de l'activité, où là on sent avec les analyses de trajectoire économique que ça va être beaucoup plus long. Entre 2 et 3 ans. Donc, vous savez, le plan qu'a mis en place le gouvernement pour soutenir Air France, les contreparties qui sont demandées sur la transition écologique du secteur aéronautique, et puis la révolution presque des modes de transport par rapport effectivement à l'empreinte et puis à la partie temps de trajet. On voit que nous, sur Pau, on est très touchés. Donc, les avions ont été littéralement supprimés sur les prochains mois en tout cas. Donc on est sur une tendance, on reprend plutôt bonne,
à l'exception de l'aéronautique où on sent qu'on va avoir quelques sujets, et la filière tourisme qui doit rester sous vigilance. Alors, l'avenir pour les banques, en tout cas la Caisse régionale Pyrénées-Gascogne, très clairement, comme je vous l'ai dit, on est une banque de plein exercice, empreinte de valeurs régionales et de valeurs mutualistes. Notre enjeu est de soutenir, encore une fois, et toujours l'utilité au territoire et l'économie. Donc nous, nos tendances, elles seront de toute façon de garantir la proximité et la solidarité auprès de nos clients. Et donc, qu'est-ce que ça va changer au long cours chez nous? C'est qu'on va forcément adapter nos modes relationnels par rapport à cette situation post-Covid. On va avoir, comme toujours, beaucoup de relations de proximité avec nos clients, mais en même temps, on va devoir accompagner nos clients dans la phase d'après, qui est bien sûr les échéances de pause qui vont reprendre, les échéances de PGE qui vont tomber à l'échéance d'avril. Donc, vous savez que les durées d'amortissement vont entre 1 et 5 ans, ou un remboursement in extenso à l'échéance. Ça va être des périodes très chargées pour nos équipes, avec beaucoup d'attention aux clients, entreprises et particuliers, parce qu'il va falloir qu'on s'assure qu'au niveau trésorerie, comme on le disait tout à l'heure, les entreprises sont en capacité de rembourser ou d'étaler leurs dettes. Donc on va avoir des modes relationnels qui vont pas mal évoluer en termes de proactivité, de bilan anticipé, pour pouvoir anticiper effectivement le fait que des clients pourraient être encore en difficulté. On a des PGE, un peu une nouvelle version qui sortent, notamment les PGE saison pour le tourisme. Donc ça, c'est une première évolution durable. Après, l'autre évolution durable, on ne revient pas sur la digitalisation. Moi, je pense que durablement, nos parcours vont continuer à s'accélérer en termes de digitalisation de la relation client, parce qu'on a montré que, à la fois sur le crédit, sur l'épargne, sur l'assurance, ces parcours étaient efficaces. Et on a fait un gap, vraiment, sincèrement, à la fois en interne et à la fois avec nos clients. Donc ça, c'est une deuxième évolution durable. La troisième évolution durable, c'est certainement celle qui est bien sûr sanitaire. Je ne pense pas que tout un chacun au sein de nos entreprises et vous-même, on va devoir vivre durablement avec ces protocoles sanitaires. On voit aujourd'hui la résurgence de l'épidémie. On va avoir des systèmes de crise avec des déclenchements successifs en fonction des gravités, des clusters. Donc, on va devoir apprendre à travailler de cette façon-là, avec des gestes barrières durablement. Donc ça, c'est vrai que c'est un enjeu majeur pour que, voilà, dans la continuité, ça ne s'étiole pas, ça ne fléchisse pas. Et puis bien sûr, c'est le corollaire de ça veut dire que nos collaborateurs doivent effectivement s'adapter en permanence. Donc on parle d'agilité, de disponibilité, donc c'est vraiment fondamental. Voilà, après, les autres tendances, pour moi, elles sont bien plus larges, mais je ne vais pas vous faire un cours sur le secteur bancaire. Faut savoir que cet épisode-là de crise Covid va mettre à mal quand même le secteur bancaire. Je ne peux pas vous donner de chiffres aujourd'hui parce que d'abord c'est confidentiel. Le groupe Crédit Agricole a publié ses résultats le 5 août dernier. Il a annoncé des résultats en baisse que de 3% au niveau du groupe, de 10% au niveau de Crédit Agricole SA qui est coté en bourse. Résultat qu'on peut qualifier d'exceptionnel dans la période qu'on vient de connaître. Mais il faut savoir que ça a été, on va dire, c'est un modèle résilient. En tout cas, le Crédit Agricole est un modèle résilient parce que c'est une banque régionale. Ce sont des banques régionales mutualistes de proximité, 39 caisses régionales. Notre force, c'est le modèle universel. C'est-à-dire qu'on sait accompagner la partie crédit, la partie assurance, la partie prévoyance. Et c'est ce qui fait la force de ce modèle-là. Et puis, bien sûr, on accompagne tous les territoires et tous les clients. Je peux vous dire que d'autres secteurs bancaires ou d'autres grands acteurs nationaux sont pas dans cette situation-là parce qu'ils ont fait des choix, on va dire, de concentration stratégique sur les activités de financement de marché, notamment, beaucoup plus fort que le groupe Crédit Agricole. Et qu'aujourd'hui, en tout cas, le modèle de banque régionale mutualiste montre toute sa résilience au niveau de la vision long terme. Les fonds propres sont très conséquents. Les ratios de solvabilité du groupe Crédit Agricole sont entre 12% pour Crédit Agricole SA et jusqu'à 16% quand on inclut les caisses régionales, ce qui est très largement supérieur aux réglementations. Et donc aujourd'hui, le groupe Crédit Agricole, Philippe Brassac, son président, son directeur général, voilà, sortent, je pense, de ce contexte-là comme une banque qui a, je pense, accompagné la transition de l'avant à l'après et avec une résilience qui va nous aider encore dans les mois prochains parce qu'on sait qu'il y en aura besoin sur beaucoup de secteurs d'activité, que ce soit les entreprises, les professionnels et même les particuliers. Merci.
ai dit, c'est qu'on repositionne la gamme. Pourquoi on fait ça? Tout simplement parce que pour pouvoir s'implanter au niveau national et international. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec la bouteille qu'on a actuellement, on est catégorisé un peu juste comme liqueur basque et on n'arrive pas du coup à vendre, à être présent au niveau national comme dans notamment sur des bars à Paris ou des restaurants partout en France à cause de cette image basque qu'on a. Donc du coup, le marché actuel des liqueurs en France et à l'international, il est surtout basé autour de la mixologie. C'est-à-dire c'est un monde un peu dans le paraître, un peu hipster. Et du coup, on a décidé de s'intégrer au niveau de ce marché-là. Donc repositionner la bouteille, faire une bouteille craft et après communiquer énormément autour des cocktails. Donc, mais tout en gardant quand même nos valeurs basques. Et du coup, une fois qu'on aura ces bouteilles-là, on pourra commencer, parce que là on est dans un programme d'export en pays scandinaves, on commençait à faire des salons pour les pays scandinaves et commencer l'export dans ce pays-là, parce qu'on exporte déjà en Espagne. Et ce qui nous bloquait jusqu'à présent, c'était surtout notre image qu'on avait autour des liqueurs qui étaient du coup vieillissantes par rapport au marché national, même si au Pays Basque on n'est pas présent. On était moderne par rapport à des liqueurs du Pays Basque, mais démodé par rapport au marché national et international. Du coup, on va baser toute notre communication autour de la mixologie et des cocktails. Ensuite, notre perspective, c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va construire un bâtiment avec un petit verger pédagogique autour, à faire une boutique, visite, dégustation, pour pouvoir accueillir les gens chez nous, montrer comment on fait des liqueurs, proposer des ateliers de fabrication. Et voilà. Du coup, pour l'instant, on est plutôt assez confiant pour l'avenir. Et voilà. Alors, concernant le groupe Etchar, la visibilité sur l'année 2020, 2020 c'est une année particulière, compte tenu du contexte. Je crois pouvoir dire, par rapport à nos projections à date, nos reprises d'activité se sont échelonnées de mi-avril à mi-mai. On a repris à 97% notre production. Nous avons fait des reprojections pour voir comment allait se passer notre atterrissage. Je peux dire qu'on a bien repris, on est dans le rythme de production que l'on avait avant Covid, grâce à nos équipes et à la mobilisation de tout le monde. On va limiter les dégâts sur l'année. Je pense que voilà, on va vraiment limiter les dégâts au niveau de l'année sur l'aspect financier. Ce qui est quand même un exploit. Ce que je peux dire, moi je suis plus nuancée par rapport à la reprise de l'activité dans le domaine du BTP. La reprise au niveau de la commande publique est beaucoup plus compliquée. J'ai récemment effectivement lu au niveau notamment de la Fédération des TP, on voit qu'à date, par rapport à l'an dernier, le niveau de la commande publique s'élève qu'à 30%. Donc on sent qu'il y a une certaine frilosité des donneurs d'ordre. Aujourd'hui, effectivement, le groupe Etchar peut dire qu'à date, effectivement, on a nos carnets de commandes pour l'année en cours qui sont assurés, mais on n'a pas de visibilité sur 2021, 2022. On sent que la reprise va se faire en douceur. Donc effectivement, on est obligé, entre guillemets, au niveau de nos activités, de gérer au plus juste nos structures, d'être précautionneux de tout et peut-être de ralentir un peu nos phases de développement que l'on avait prévues, ralentir certains recrutements, certaines dimensions au niveau du groupe que l'on voulait développer pour pouvoir le décaler. C'est juste une gestion prudente, on n'est pas inquiet pour l'avenir, mais c'est vrai que ce qui va être stratégique pour nous, c'est on est dépendant de nos clients, des donneurs d'ordre privés, des publics, et c'est là où on va éprouver la qualité, entre guillemets, de notre réseau, de notre modèle. Et on est assez confiant sur le fait que nos équipes nous suivent et que effectivement la période a révélé un véritable collectif. Donc on est tous en ordre de marche
et tous très motivés pour effectivement se projeter et continuer à se développer. Pour compléter et conclure la réunion, effectivement, on a une approche un tout petit peu plus modérée, même si la tendance est quand même à l'optimisme. On a effectivement toujours, on cerne en fait entre ces fameux marchés privés et marchés publics. On a dû faire face en plus sur la partie publique aux élections qui ont eu lieu en même temps. Donc les donneurs d'ordre attendaient aussi ces résultats, ce qui fait qu'on a eu une période de latence en fait qui s'est prolongée. Aujourd'hui, comme disait Marie Chou, on a une visibilité sur du court terme. On attend de voir 2021. Donc on reste assez prudent. On adopte une gestion en bon père de famille où on revoit nos fondamentaux, mais sans pour autant, voilà, c'est là où je voudrais juste élargir, on reste un groupe qui est dans son ADN, dans l'innovation, dans la conquête commerciale, donc on va retrousser nos manches, mais on a certains projets qu'on a dû abandonner, en tout cas momentanément, mais on a une véritable volonté d'accompagner l'innovation au Pays Basque, c'est pour ça qu'on suit l'ESTIA et qu'on continuera, qu'on a une volonté aussi de travailler notre politique RSE, on sait qu'on a de belles choses à faire, à écrire, à construire. Donc cette année aussi, c'est une des volontés du groupe d'écrire notre politique RSE et on sera très heureux d'être entouré de personnes qui sont déjà bien avancées, bien matures sur le sujet. Et le dernier point pour nous qui est fondamental et sur lequel on ne lâchera pas, c'est la notion de transmission. Donc même si la crise aujourd'hui nous a un peu ébranlés, on a quand même au plus fort du groupe cette volonté de transmettre notre savoir-faire, parce que c'est quand même un métier qui est à la base sur la transmission d'un savoir-faire technique et d'un savoir-faire humain. Aujourd'hui, on a l'HR Academy, qui est une école en fait développée avec le groupe HR et puis la Fédération des compagnons pour la partie construction, avec une volonté de l'ouvrir sur l'ensemble des autres filières, très rapidement sur le TP, puis l'énergie et le négoce. On a une première promotion en ce moment sur la partie construction qui va entamer sa 3e année. Tout le monde a été reçu sur la 2e année, donc encore bravo à eux. On a l'objectif là sur octobre d'ouvrir la seconde promotion HR Academy pour la construction. Donc on est vraiment dans cette mouvance avec l'accompagnement aussi et la formation des chefs de chantier qui vont être eux également amenés à former ces jeunes. Donc il faut quand même garder espoir. Aujourd'hui, certes, on va être amené à être dans des modèles d'agilité à l'extrême. On va devoir avoir un fonctionnement, mais on n'est pas à l'abri d'un second confinement, je ne le souhaite pas, mais on ne sait pas. On a une visibilité à très court terme d'un point de vue économique, mais un groupe ne peut pas avancer sans se projeter. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête. Bien évidemment, on gère le court terme, mais il faut quand même se projeter pour pouvoir pérenniser. Ça, c'est les valeurs du groupe. Donc voilà, ces 3 axes forts qui sont pour nous l'innovation, la RSE et la partie transmission. C'est vraiment des choses qu'on va développer 2020, 2021 et les années qui suivent. Voilà. Merci.